se déclare anarcho-féministe. Elle est d'une nature radicale, explosive, mais tout à la fois dotée d'une grande douceur, douée d'une profonde empathie. Ce paradoxe se traduit dans un regard singulier qui raconte notre monde avec une empathique distance critique. Dans son ouvrage « Il n'a jamais été trop tard », qui rassemble des articles parus dans le journal Libération, mais ensuite retravaillés pour en faire des esquisses approfondies, Lola Lafont rappelle, avec la tonalité douce amère d'un constat d'impuissance subverti par l'espoir, elle nous rappelle à notre évidence plusieurs événements, choses, personnes, actualités qui font évidence, mais qui sont parasités par des constructions artificielles malheureuses qui en obscurcissent la clarté. Bonjour Lola. Bonjour. En photographie, le révélateur, c'est le produit qui permet le développement de la photographie. Êtes-vous un procédé de révélation, Lola Lafont, une écrivaine révélateur, une révélatrice, une Cassandre peut-être? C'est une sacrée responsabilité. Peut-être que l'écriture fait ça en général, c'est-à-dire que le processus d'écriture fait que ce qui était pas tout à fait apparent reprend sa place. Je ne sais pas si moi je le fais particulièrement, mais j'essaye en tout cas de débusquer effectivement ce qui n'a pas sa place parfois en littérature. Des décors, des gens. Dans cet ouvrage tout particulièrement, encore une fois, qui rassemble des articles parus dans Libération. Alors je vais préciser parce que pas vraiment. Enfin, il n'y a que la moitié finalement du récit qui est composé des chroniques de Libé. Il y a 2 ans de chroniques de Libé. J'ai voulu en faire un récit. Et donc j'ai écrit tout ce que je considère qui fait notre actualité plus intime. Oui. Donc tous les textes des saisons, ce que j'appelle les saisons, puisque chaque chronique Libé, c'est septembre, octobre, novembre, j'ai ajouté les textes de nos saisons qui vont un peu s'intéresser aux expériences qu'on partage en fait et qui passent plutôt inaperçues parce qu'elles sont à la fois si communes et si précieuses comme les amis, perdre quelqu'un, grandir. C'est ça, des expériences à la fois évidentes, mais souvent qu'on ne perçoit pas, et vous les montrez aussi, vous montrez une certaine évidence des petites choses tellement essentielles de la vie quand même, dans les relations entre les personnes. J'aimerais commencer notre échange par l'automne, mais un automne du printemps, car il est celui de l'adolescence. C'est un début d'automne ordinaire, vous avez 13 ans dans les Landes. Oui, c'est un texte finalement qui revient sur l'anorexie, en fait, adolescente, et qui revient aussi sur la façon dont l'écriture m'a été offerte comme une page blanche, sans que je puisse dire pour autant que l'écriture soit une thérapie, parce que je ne le crois vraiment pas. Je ne crois vraiment pas que l'écriture soit thérapeutique, et je pense que ce n'est pas souhaitable non plus, d'ailleurs. En tout cas, quand on publie des livres, les lecteurs et les lectrices ne sont pas là pour lire quelqu'un qui ferait thérapie. Mais effectivement, je me suis posé la question de savoir pourquoi cette expérience de l'anorexie qui touche plutôt des femmes, des jeunes filles, est à la fois un langage extrêmement violent, parce que vous projetez quelque chose d'un refus avec le corps. Et pourquoi les femmes qui ont quelque chose à dire s'emploient à disparaître en même temps? C'est parfois la question qui m'occupe. Oui, vous montrez qui est intéressant, c'est qu'en même temps, quelque chose est manifesté, mais ça manifeste du réprimé. Exactement, et ça manifeste aussi à la fois du désir de dire quelque chose, mais un désir qui va vers la disparition. Oui, c'est ça, parce qu'on imagine le corps finalement se réduire à néant. C'est votre mère qui vous avait... C'est ma mère qui m'a offert un cahier, effectivement, un petit cahier très banal, puisque j'étais comme intouchée par le langage, je ne parlais pas, je n'échangeais pas. Et elle m'a offert un cahier en espérant que ce cahier pourrait m'offrir une place qu'apparemment je ne trouvais pas. Ce qui était un beau cadeau. Oui, un sacré cadeau. C'était un cadeau d'amour, ça. Parce qu'en effet, ça pouvait être pas une porte d'évolution, en tout cas. Vous saviez pourquoi
Je crois qu'on ne sait jamais pourquoi. Ouais. Vous aviez donc là 12 ans. Non, 14. 13 ans. 14 ? Oui. 13 ou 14 ans. En tout cas, c'était Voilà. après votre arrivée en France, n'est-ce Oui, pas? exactement. C'est ça, c'était après le premier été de votre arrivée en France. Oh, alors là, je ne sais plus. En tout cas, c'était vers vos À 13 peu ans. près. Ouais. Je reste un dernier moment, mais à un moment, vous dites l'écriture est une façon pour la jeune fille dont la parole n'a pas été entendue. Donc, est-ce que c'était quand même l'écriture, c'était une manière de faire entendre la parole? Je ne sais pas si c'est une manière de faire entendre la parole quand on écrit un journal intime. Ouais, c'est un peu différent de ce qu'on va faire par la suite. C'est une façon, en tout cas, de prendre une place. Oui, de prendre une place et puis de donner, comment dire, de donner un récit, même si c'est un récit de ce qui nous entoure, dans lequel l'angle, on le choisit. Donc c'est quand même... Oui, c'est quand même une construction. On s'objective et on reprend une forme de place Ouais. dans le réel, quoi, dans l'espace. Oui, Ouais. ouais, je pense, ouais. Ok. Ouais. L'adolescence, c'est un moment que vous choyez, parce qu'on a Ouais. quelques... Oui, Je pense que c'est plutôt un moment qui reste très mystérieux et qui me paraît un moment de croisement de chemin et qui est donc un instant, en fait. Et qui m'interroge effectivement encore, toujours. Et puis, je ne me rends pas forcément compte, c'est-à-dire je me dis jamais je m'intéresse aux adolescents, ce n'est pas du tout quelque chose que je pense même. Il se trouve que quand j'écris des romans, il y a au cœur de ces romans des jeunes adolescentes, etc. Mais ce n'est pas quelque chose que je souhaite ou que je conceptualise. Le lecteur le verra, il y a de très belles pages où à un moment où vous aidez un jeune garçon... Lui, c'était un enfant, vraiment, voilà, 8 ans. à faire ses devoirs, mais je renvoie le lecteur à votre ouvrage. Et à l'adolescence, donc j'aimerais qu'on parle d'avant et qu'on parle d'après. Donc vous êtes d'origine franco-russo-polonaise, vous avez passé votre enfance à Sofia en Bulgarie et ensuite à Bucarest en Roumanie, donc avant d'arriver en France à 12-13 ans. Voilà. Quel souvenir avez-vous de cette enfance? Je vous pose la question parce que vous êtes la première à le savoir avec la petite communiste qui ne souriait jamais, combien la lecture de l'enfance sont souvent une reconstruction, mais qui plus est, dans le cadre de l'affrontement entre Occident et Union soviétique, tout était sujet pour essayer de démontrer que c'était l'enfer. Et j'aimerais quand même avoir votre perception à vous, que je crois assez fidèle, assez moins peut-être chargé de relecture. Quel souvenir, comment concevez-vous votre enfance en Bulgarie et en Roumanie? Mais moi, je n'avais pas ce regard double puisque j'habitais là-bas, donc je ne pouvais pas faire de comparaison avec l'Occident. Pour moi, ce qui était le quotidien, la norme, c'était là où j'habitais. Donc c'était Bucarest et Sofia, enfin d'abord Sofia, après Bucarest. Donc je n'en pensais rien puisque j'y étais. Je ne crois pas qu'on n'a pas de distance avec l'endroit où on habite. C'est en arrivant en France que j'ai compris que j'avais habité un système et un lieu qui était sujet à fantasmes. Et c'est là que je l'ai compris. Sujet à fantasmes de la part des Occidentaux? Oui, c'est ça. Ouais. Parce que je pense que c'est là que j'ai découvert tout le moment des années 90 où les méchants étaient toujours d'Europe de l'Est, dans les films, il y avait toujours un méchant, c'était l'époque, voilà, c'était un reste de la guerre froide en fait, le méchant. Quand c'était une femme qui venait d'Europe de l'Est dans les films, elle était forcément prostituée. Froide et méchante. Et puis, je pense quand je suis arrivée en France, c'était les questions qu'on me posait sur est-ce que c'était terrible en fait ou pas. Alors c'est compliqué d'en parler aujourd'hui parce que moi j'étais enfant, donc moi j'ai pas vécu des choses terribles du tout. Mais les adultes, c'était pas la même chose. Oui, mais précisément quand des camarades de votre âge, donc 12, 13, 14, 15 ans, vous posez la question, vous montiez au créneau en disant bah non, mais parce que moi j'avais vécu, heureuse, j'étais bien. Oui, mais parce qu'il y avait un quotidien effectivement dont moi je souffrais pas, ce qui ne veut pas dire qu'il n'était pas source de souffrance pour les adultes. C'est-à-dire qu'évidemment, moi, comme enfant, je n'étais pas privée de liberté.
En revanche, évidemment, les amis de mes parents, si. Je savais beaucoup de choses que je n'aurais pas su ailleurs. C'était une enfance où je savais très bien qu'il y avait des micros chez nous, où je savais que les gens s'enfuyaient. Mais c'était, à l'époque, ça faisait partie de mon quotidien. Après l'adolescence, en tout cas, ce qui accompagne l'adolescence, il y a une rencontre quand même très importante, qui est celle de la danse. Oui, qui a été une rencontre d'enfance, en fait, hein, à 8 ans, 7-8 ans, qui a été, je n'arrive pas à me souvenir vraiment comment c'est venu. C'est sûr que mes parents n'ont pas du tout été à l'origine de cette rencontre avec la danse classique, parce que pour eux, qui étaient tous les deux communistes, la danse classique, c'était un peu le mal incarné. Ouais. Peut-être pas tant que ça, une activité bourgeoise, mais surtout quelque chose qui était très compétitif, très hiérarchisé. Donc, c'était pas du tout des choses que eux souhaitaient. C'était plutôt quand même post-68, donc eux ne voyaient pas une bonne activité dans la danse classique. Et c'est vrai que je suis tombée très amoureuse du ballet et que cette passion... à vrai dire, elle continue. C'est vraiment quelque chose qui... Je trouve qu'on en a une vision très cliché. Parce que le langage, c'est un petit peu comme si quand on imagine le danse classique tutu-pointe, quelque chose comme ça. C'est très beau ça, le lac des Cygnes, mais c'est très dépassé. Parce que le langage classique, c'est comme si on parlait de la musique classique, c'est-à-dire c'est un langage, et comme tous les langages, il se transforme, même s'il y a vraiment un répertoire, comme on dit, qui est immuable. Mais avec ce langage, on crée des choses très contemporaines. Beaucoup de chorégraphes utilisent la langue classique. Et puis moi, j'y ai trouvé un socle. Je dirais même, j'ai trouvé un langage et un pays, en fait, parce que j'ai beaucoup changé de langue, de pays. Et la danse a été une constante. Et puis, il y a quelque chose dans la danse d'une exigence qui est douloureuse et qui me tient et qui a un rapport avec l'écriture. À mon sens. Si je comprends ce que vous laissez penser, c'est que une forme d'ascèse, une forme de... Il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui à la fois vous extrait du monde, parce que c'est un monde en soi, où tout d'un coup vous n'êtes concentré que sur comment va être votre cinquième, est-ce que votre arabesque est correcte. Donc effectivement, vous vous extrayez d'un quotidien, mais c'est pas de l'escapisme, quoi. C'est pas un monde si rose que ça, parce que il faut vraiment... c'est pas naturel du tout, la danse classique. C'est l'inverse de naturel. Vous contraignez vraiment votre corps à des choses qui ne sont pas naturelles. Mais en réalité, nager non plus. Hein. Je veux dire, la danse, la brasse... Enfin, je veux dire, le papillon, c'est pas hyper naturel non plus. Quand on dit que la danse n'est pas naturelle, bon, c'est une expérience de son immanence corporelle, c'est une sensation de soi spécifique, quoi. Oui, et puis c'est aussi un rapport à la musique, c'est un rapport au conte aussi. Hein. Vous savez qu'en classique, en fait, on compte tout le temps, dans la tête, hein, on compte tout le temps. C'est-à-dire que vous devez savoir, même si vous êtes en train de danser, vous laissez emporter, mais non, pas du tout. Vous devez savoir que chaque pas, ça c'est 7, ça c'est 3. Donc il y a un côté très géométrique. Et c'est vrai que moi, en littérature, je suis très attentive à la forme. Je crois que c'est ma passion, en fait, les gens qui explorent la forme du récit. Et donc peut-être que j'aime bien quand les choses ont une géométrie, mais qu'elle est cachée. Ça apaise et ça sécurise. Oui, je trouve. Ça inquiète aussi. Hein. Je veux dire, là, j'en fais que pour mon plaisir, mais tout le moment de ma vie où c'était une profession, c'est pas facile. Vous parliez de la musique et la musique alors. Ça a été en même temps, un peu plus tard. Plus tard, la musique, c'est l'expérience du collectif pour moi, parce que j'ai pas du tout toutes les qualités. Je sais pas, je gratouille la guitare. Je ne sais pas arranger un morceau, etc. Donc, ça a été génial parce que j'ai fait l'expérience du groupe avec des musiciens, des musiciennes, le besoin d'avoir d'autres gens, comme au théâtre, en fait, que j'adore. En fait, c'est l'inverse de l'écriture. Vous êtes vraiment, vous n'êtes pas en charge de tout. L'écriture, c'est vraiment endosser tout, ce qui est une grande liberté, mais aussi parfois une inquiétude. Vous êtes rentré dans l'écriture vers quelle période? Je vais vous dire une banalité, mais bon, elle est vraie, donc je ne sais pas comment dire autrement, j'ai toujours écrit.
J'aime pas beaucoup cette phrase, mais... Et à partir du moment où votre mère vous a donné, ah ou non, même avant, Oui, j'écrivais un journal. Je crois que les premiers exemplaires de mon journal, j'avais 9 ans. Donc, le fait de passer par l'écrit pour faire les contours du quotidien m'était déjà très familière. Après, je suis dans une famille où les gens écrivaient beaucoup, donc je pense qu'il y a une sorte de mimétisme, certainement. Le passage à la fiction, il s'est fait à l'adolescence. Et puis, voilà, avec plaisir et de façon ludique. Et les premières nouvelles que j'ai fait lire, vraiment, c'était vers l'âge de 20 ans. 20-25 ans. C'est ça. Je pense. Ouais. Ouais. En 2003, vous faites paraître votre premier ouvrage qui s'appelle « Une fièvre impossible à négocier », où vous racontez le parcours d'une jeune fille violée et des squats à la tentative révolutionnaire. Et vous revenez dans l'ouvrage qui nous intéresse, « Il n'a jamais été trop tard », paru chez Stock, page 40, je cite, « À 23 ans, ma vie, comme celle de tant d'autres, est devenue une statistique. En une soirée, j'ai été expulsé de la fable. Je faisais désormais partie des victimes de viol et à l'instar de 2 victimes sur 3, je connaissais mon agresseur. » C'est un tournant, ça devient une nouvelle fondation dans votre vie, de votre rapport au monde. Je pense qu'obligatoirement, c'est le moment où, en fait, dans ce texte-là, je crois, je me souviens, que je dis que je n'ai pas choisi de devenir féministe. C'est un peu une pirouette, mais c'est pas complètement une pirouette dans le sens où le féminisme n'a pas été quelque chose pour moi, un sujet dans lequel je suis rentrée par les livres, comme ça, en trouvant ça intéressant, pas du tout. Je pense que jusqu'à une vingtaine d'années, j'étais complètement persuadée, ça paraît naïf, mais bon, que j'avais été élevée comme ça, que j'aurais absolument toutes les chances, comme les hommes. J'ai été élevée par des parents de gauche qui ont transmis ça de façon naïve, absolument. Et donc, je pense que l'expérience de devenir une proie, c'est-à-dire d'être ramenée comme ça à une domination, est venue comme un choc où tout d'un coup, le féminisme, même pas nommé, je n'ai pas pensé féminisme, les lectures qui pouvaient m'aider, les discours qui pouvaient m'aider à me reconstruire, se sont avérés indispensables. À partir de là, vous pensez, vous devenez ce que vous appelez anarcho-féministe. Je sais, parce que c'est un titre que vous employez. Je pense que c'est Wikipédia, mais ouais. C'est parce que vous l'avez dit dans... Je ne sais plus, mais je l'ai sourcé, mais... Non, mais en fait, j'aime vraiment de moins en moins se définir. Cases, bien sûr, mais néanmoins, j'assume complètement divers courants du féminisme, peut-être parce que il y a un courant d'un féminisme que moi j'appelle libéral. Pour moi, c'est pas du féminisme, mais je veux dire, le féminisme mangé à toutes les sauces, et il faut que ça reste, ça doit être vu comme ce que c'est-à-dire comme une pensée révolutionnaire. Sinon, voilà, si on doit abolir les rapports de domination, c'est pas libéral. C'est pas un but du libéralisme en général. Donc, une pensée révolutionnaire, c'est-à-dire tourner autrement, faire tourner autrement les choses. Ouais. Qu'est-ce que vous ciblez? Donc, vous ciblez le conditionnement des femmes à suivre telle ou telle voie, et vous ciblez ce que vous dites à un moment, le problème, un problème entre hommes et femmes, jusqu'à dire à un moment cette phrase qu'on sent être aussi l'expression d'une colère, mais on saisit immédiatement ce que vous voulez dire, que parfois on se demande la distinction entre l'homme et le violeur. Je n'ai pas tout à fait écrit ça. Vous dites la distinction est faible entre l'homme et le violeur. Vous le dites. Alors on sent que c'est le moment, peut-être l'acmé d'un moment un peu de colère. Je pense qu'il faut. Je peux revenir à la phrase, mais je pense que c'est pas ça. D'accord. Je pense que c'est important justement d'être précis. Oui, bien sûr. C'est dans la chronique consacrée au procès Mazan. Je sais exactement où elle est. C'est quelle page, si vous voulez, on va la lire. Je ne sais pas les noms des pages, mais je peux la retrouver. Oui, tenez. Voilà. Hop. Alors, soyons précis. Vous avez tout à fait raison.
vais vous dire. Voilà. Si tous les hommes ne sont pas des violeurs, les violeurs peuvent apparemment être n'importe quel homme. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Non, non, il y a un moment où vous dites jusqu'à penser la faiblesse de la distinction entre hommes et violeurs. Non, il n'y a pas grand-chose. Je me trompe alors. Ce que Gisèle met au grand jour est terrifiant. Il n'y a pas grand-chose qui différencie un violeur d'un homme. Oui, c'est ça. Voilà, il n'y a pas en quoi grand-chose consiste-t-il voilà. ce pas grand-chose? Qui voudra répondre? Et qui s'y attellera? Voilà, mais ça, je veux dire, voilà. c'est ça. Mais exactement. parce que, alors, c'est important de le situer. C'est-à-dire qu'au procès Mazan, si on ne voit pas ça, on n'a pas vu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ça ne me paraît pas une grande surprise qu'on constate qu'il faut vraiment sortir de cette vision du violeur monstre, qui est bien pratique parce que c'est l'exception. Voilà. On voit au procès Mazan la banalité des agresseurs. C'est banalité un point très sociologique, c'est important. Ils sont monsieur tout le monde. Et ça, je pense qu'il faut qu'on arrive à penser ça. Voilà, c'est un peu le sens de ce passage. Oui, alors c'est un point très important parce que c'est vrai que pendant longtemps, on a pu croire que les violences sexuelles, viols conjugaux, etc., étaient pour certains le fait d'une classe sociale, alors que ce n'est pas le cas. Maintenant, on se rend compte que ça traverse les classes. Bien sûr. Et surtout, et moi je reconnais, et je fais pas mon mea culpa, mais comme vous, moi j'étais dans un monde où c'était complètement inexistant tout ça. Et donc c'est très tard où je me suis rendu compte, et j'ai pris conscience en parlant avec des amis, après 30 ans, quand les langues se délient. Et c'est là où on se rend compte de l'étendue du désastre. Oui, ça c'est... Je pense que moi je pense que ce qui est salvateur, en tout cas c'est le sens aussi de ce récit, c'est de sortir à la fois tout récit est individuel, personnel, intime, et en même temps il doit être replacé dans une histoire collective, politique. Les violences faites aux femmes, c'est le patriarcat, c'est un système. Parce que si on pense que c'est son histoire, c'est très très lourd. Et c'est très très faux. Oui, puis on ne peut pas s'en sortir on même. Peut pas. Page 132, vous dites « Ne vous targuez pas d'être des alliés ». Ouais. Il y a quand même des hommes qui sont sincèrement, même pas ce terme, hein, qui ont une prise de conscience. Bien sûr. Ouais. Mais je veux dire, c'est toujours un peu... c'est aussi, il faut situer le texte en fait. Hein, ça c'est en janvier dernier. Et vous ne pouvez pas... Je m'interrogeais sur le silence des hommes dans le mouvement MeToo et honnêtement, je m'interroge toujours autant, un an après. Je trouve qu'il y a très peu d'hommes qui écrivent des tribunes. On doit les compter sur les doigts d'une main. Je ne sais pas pourquoi ils ne prennent pas la parole pour dire des choses, très peu, dans le cinéma, alors que, évidemment, ils ont vu, ils ont su. Donc je me demande sur quoi... Enfin, je me demande, c'est un peu une question... je ne me demande pas, je crois savoir qu'il y a encore quand même une grande difficulté à s'inclure dans cette histoire pour les hommes. Et donc quand un homme est allié, je pense que c'est le minimum. C'est pour ça que quand je dis ne vous targuez pas, j'ai envie de dire mais ne vous vantez pas, parce qu'on ne va pas vous féliciter de ne pas être des agresseurs. Bien sûr, bien sûr. C'est ça que je veux dire. Il ne s'agit pas de faire des défenses ou quoi que ce soit, mais... C'est un peu personnel ce que je vais vous dire. Je parlais avec des enfants de très bons amis il y a 4-5 ans. Et c'est là où j'ai compris des jeunes filles qui ont 17, 18, 19 ans. Et c'est là qui sont très, très féministes, radicales. Et j'ai senti qu'elles portaient en elles une souffrance et une colère qui étaient le fruit d'expérimenter au sein même de leur conscience et de leur corps la conscience des souffrances charriées depuis des siècles. Sûrement. Par le fait d'être femme. Et en fait, moi, j'ai compris ça. Et j'ai compris, c'est-à-dire j'ai ressenti. Et je vais vous dire pourquoi j'en parle rarement, parce que j'aurais l'impression un peu, alors pas d'un sacrilège, c'est pas ça, mais que je n'ai pas à en parler moi. Vous comprenez? C'est... Ouais. Abordons le mot, justement, en parler, le langage, l'échange, la conversation. On est au milieu de votre recueil et je vais résumer quelques phrases comme ça et vous allez, si vous voulez, les commenter.
Page 105, vous nous dites « Le bavardage virtuel nous transforme en battleurs qui usons de mots comme d'objets dont on s'empare, qui ne servent plus qu'à nous signaler, à vérifier ce qu'on vaut sur le marché de l'opinion. » C'est difficile de... Enfin, je veux dire, si j'ai écrit, c'est précisément parce que c'est ça que je pense. Donc, je ne peux pas me commenter. Ok. C'est compliqué. Je ne peux pas me paraphraser. Alors, je vais prendre... non, mais c'est une question. Mais... Je vais avoir une question. Dans ce cas-là, je vais lire 3 autres passages et ouais. on va réfléchir sur l'ensemble. Page 109, vous soulignez l'impuissance du langage. Je me demande. Oui, vous interrogez. Page 110, ce qu'on persiste à appeler la vraie vie ressemble de plus en plus à une fiction inspirée de faits réels, à laquelle certains jours on n'arrive pas à croire, à laquelle il est parfois difficile de participer. Et page 112, s'agit la possibilité d'être modifié, changé par une conversation, s'agit la possibilité d'un échange qui ne serait pas un affrontement. Je crois que là on touche à la partie, comment dire, formelle, conceptuelle des relations humaines. Ce que je questionne, ce que je me demande vraiment, c'est parvient-on à faire conversation dans le sens où Diderot l'entendait. C'est-à-dire, moi j'adore cette définition, ni un assaut de salle d'armes, ni un jeu d'échecs. La question est vraiment pas nouvelle apparemment. Hein. C'est-à-dire, est-ce que quand on parle à quelqu'un, on attend son tour pour placer son raisonnement? Dans ce cas-là, on a 2 monologues, on fait du ping-pong, même pas. Ou alors, est-ce qu'on rentre en conversation avec la possibilité que l'autre en face vous modifie un tout petit peu, que son discours ajoute quelque chose ou même retranche quelque chose. Mais je m'inclus dans cette question, c'est-à-dire je me demande, est-ce que moi je suis capable de ça? Est-ce que quand je crois très très fort à quelque chose, est-ce que quand je suis face à quelqu'un qui croit un peu autrement, j'ai juste... est-ce qu'il y a cette ouverture-là? La question est posée. Alors évidemment, je ne vous parle pas de blocs idéologiques, je veux dire, qui vont contre toute éthique. Il est évident que face à quelqu'un d'extrême droite, je n'ai pas du tout envie d'être modifié. Ce n'est pas la question. Mais plusieurs fois dans ma vie voilà, de personnes, dans la vie normale, où vous rencontrez des gens, mes certitudes ont été ébranlées. Plein de fois, par des rencontres. C'est chouette. Oui, mais est-ce que j'ai réussi à m'en saisir parfois? Ben, pas toujours. Et parfois, on repousse cette possibilité justement de fendillement, je crois. Et je pense que c'est urgent de revenir à cette possibilité de perplexité, où vous ressortez d'une conversation et vous êtes un peu ébranlé. Donc c'est une disponibilité de soi-même à l'autre. Ben, j'ai l'impression que c'est surtout une vision de l'échange qui peut-être a été un peu amplifiée par les réseaux sociaux où vous n'êtes pas face à l'autre. Donc en fait, comme vous n'êtes pas incarné, que l'autre n'est pas incarné, c'est beaucoup plus facile de se déverser, d'être extrêmement affirmatif. Dans la vraie vie, on est très sensible au regard des gens, physiquement, je veux dire. Vous êtes face à quelqu'un, il vous sourit pas, il y a le corps qui rentre en ligne de compte. Derrière un écran, c'est très différent. Donc peut-être que ces échanges qui n'en sont pas des réseaux sociaux ont forgé quand même une sorte d'imperméabilité qui me soucie, en fait. Peut-être c'est ça. Oui, qui nous soucie tous, parce que ça s'accompagne de manque de disponibilité et manque d'étonnement qui était... Aristote disait que l'étonnement était la source de la philosophie, donc la source de l'interrogation. Oui, et donc c'est ce côté des monologues. Moi, je sais que je le ressens maintenant. Quand vous parlez à quelqu'un et puis que vos paroles, c'est comme si physiquement elles passaient un peu à côté. C'est très bizarre. On parlait de philosophie, alors là plutôt chez Platon, dans le Gorgias dit « La rhétorique est l'art qui a pour objet les discours prononcés de vive voix, et spécialement les discours politiques. En effet, la rhétorique est un art qui donne le pouvoir de persuader les foules, de convaincre les publics, ce qui est très utile. » Et très dangereux. Et très dangereux. J'aimerais un petit peu qu'on voit cet aspect-là qui vous est cher aussi. Moi, je me méfie Alors, j'ai évidemment beaucoup d'admiration pour les gens qui sont capables de structurer un discours,
mais je m'en méfie beaucoup aussi. La notion d'habileté à l'oral, elle me gêne parfois parce qu'elle contient une prise de pouvoir sur l'autre et que finalement la personne qui s'exprime bien et qui est capable de vraiment structurer très très bien sa pensée, il y a quelque chose d'une cartographie des pouvoirs. Si vous n'avez pas fait les bonnes études, si vous ne vous sentez pas à la hauteur, une question de d'où on vient aussi, etc. Est-ce qu'on se sent légitime à prendre la parole? Évidemment, la question des genres, enfin tout ça rentre en ligne de compte. Ce qui fait que ce que j'ai beaucoup vu dans les milieux politiques, dans les grandes AG, ceux qui prenaient la parole, c'était globalement des hommes qui étaient plutôt éduqués et qui, par ailleurs, pouvaient développer des trucs avec lesquels j'étais très très d'accord. C'était pas le problème. Mais moi, j'ai constaté comme il est facile de se mettre dans la position de non, je ne vais pas intervenir maintenant parce que c'est très compliqué de prendre la parole. Vous voulez dire qu'il y a une domination symbolique oui, qui sûr. demeure. Oui, oui, et puis elle n'est même pas très symbolique, elle est très réelle. Elle n'est pas exprimée, mais elle est présente. Donc, c'est vrai que j'ai toujours une petite méfiance vers ce qu'on a, les beaux-parleurs, ce qu'on appelle beaux-parleurs, c'est un petit peu... Même quand c'est des gens par lesquels je suis convaincue. Parfois, ça me gêne. Oui, mais c'est peut-être une petite distance critique tout à fait salutaire. Peut-être. Non, mais c'est très bien. L'adhésion à 100%, pose toujours problème, de toute façon. Je n'ai pas de capacité d'adhésion à 100%. Ouais. C'est très... Parfois, j'aimerais bien. Ouais, c'est reposant. C'est reposant, mais je ne l'ai pas. Lola Lafont, est-ce qu'il est possible, selon vous, de rétablir une description du monde avec un sens éthique, un sens moral, sans ennuyer les lecteurs, les téléspectateurs, les usagers des réseaux sociaux? Bien sûr. Et je dis ça parce qu'il y a une chose qui est intéressante parmi beaucoup, mes pages 207, vous parlez de la responsabilité des artistes. Et aussi dans le cinéma, des figures, les figures des femmes, des violeurs, qui pouvaient elles-mêmes un peu, pas embellies, mais bon. Est-ce que... pensez-vous qu'on doit quand même essayer de produire des descriptions du monde où on inclut plus cette rébellion contre le patriarcat? Je crois tout simplement qu'il faut élargir qui raconte le monde, en général, pas que le patriarcat. Je crois que le stylo ne peut pas être toujours tenu par la même personne, que si être écrivain, c'est voir un peu la pièce en entier, le décor en entier et tous les angles, il faut vraiment qu'il y ait tous les angles. Et là, on est malheureusement, évidemment, dans un récit du monde dans lequel, très concrètement, moi, c'est vraiment quelque chose qui a été, au fur et à mesure des années, j'ai plus tellement supporté de voir des films, des séries... avec ce personnage très charismatique du tueur, sorte de glamourisation de l'agression, de toutes ces séries consacrées à des types très malins pour tuer. Ça me pose vraiment une question. Ça me pose une question, cette sorte de séduction de la violence. Je pense qu'il faut en sortir. Oui, c'est ça. Ouais, je pense qu'il faut en sortir. De la même façon que je pense que... alors bien sûr, c'est de la fiction, on peut dire. Mais la fiction, c'est pas sans effet. Quand vous relisez La Belle au bois dormant, c'est très intéressant. Parce que La Belle au bois dormant, c'est quand même un type, le prince, qui vient aimer, c'est dans la version originale, une femme qui ne peut pas lui dire si elle est d'accord ou pas. Et vraiment, c'est un conte fondateur. Et ils ne sont pas tous comme ça. Il y en a qui sont beaucoup plus pernicieux dans les contes qu'on raconte aux enfants, qui sont plus intéressants. Mais celui-là, moi je me suis beaucoup posé la question au moment de l'écriture de Chaviré, qui est vraiment la traversée des années 80-90 avec le personnage d'une femme qu'on voit de 13 à 50 ans. Je me suis posé la question de la culture avec laquelle j'avais grandi et que j'avais aimé. La culture pop, les chansons, les films, ce qui m'a nourri en fait. Et je ne dis pas du tout qu'il faut l'expurger, ce n'est pas du tout le problème en fait. Il faut la contextualiser. Il faut vraiment il faut raconter les choses avec un contexte.
Donc pas de cancel culture, mais une contextualisation toute chose pour essayer de montrer les tenants et les aboutissants. Bah oui, parce qu'à mon avis, ce que vous faites disparaître d'un côté ressurgira d'un autre. Donc non, regardons les trucs problématiques, mais décortiquons ce qu'il y a. Moi, je sais qu'un film culte de ma génération, c'est Pulp Fiction. Moi, je déteste ce film. Je le déteste peut-être un peu fort, je ne l'aime pas du tout. Il est très gênant. Il y a dans ce film le viol d'un homme noir. Je me souviendrai toujours quand je l'ai vu que la salle riait et que le réalisateur a fait en sorte que ça soit une scène burlesque. Ça, c'est vraiment une question. C'est pas la question de ce qu'on montre, c'est l'intention qu'il y a derrière. Et ouais, c'est un film très problématique et pourtant très culte. Après, la rhétorique et les sophismes, comme je citais de Gorgias, sont là aussi en images. Ah mais oui, bien sûr. Ouais. Toujours dans Gorgias, Socrate à Calliclès, « Je te prie donc de ne faire aucune concession afin que nous apparaisse en toute évidence la vérité sur la meilleure façon de vivre. » Cher Lola Lafont, vous qui écrivez « J'aimerais faire la paix avec toutes celles que j'ai été », cheminez-vous vers la paix? Avez-vous l'impression que vous allez vers quelque chose de plus paisible? En tout cas, discernez-vous quelque chose qui serait de l'ordre de la meilleure façon de vivre pour vous? Non, très honnêtement, c'est impossible de se sentir paisible en ce moment. Enfin, ou alors, il faudrait vraiment que je vive dans une maison, je ne sais pas, sur une île déserte, au volet clos. Je ne peux pas me sentir paisible quand un type très puissant fait un salut nazi, tout en disant qu'il ne l'a pas fait ou pas vraiment, ou alors peut-être cette relativisation, je peux pas... Je ne pense pas qu'il soit souhaitable d'être paisible. En revanche, je pense que c'est important de prendre conscience de ce qui avance et de trouver comment et avec qui on va faire face. Ça, je pense que c'est un vrai travail, et puis parce qu'il va falloir faire face. Il n'a jamais été trop tard de Lola Lafont, une lecture que je vous conseille, notamment je la conseille aux hommes pour apprendre à être mieux des hommes mieux, à ouvrir les yeux sur une souffrance incommensurable, et en comprenant la souffrance des femmes, c'est aussi une capacité à tous ensemble devenir plus humains. Et surtout à une époque où on essaie de réduire cette humanité qu'on a mis tellement de siècles à construire. Merci Lola Lafont. Merci.